voici et nous revoilà. Et c'est l'instant de l'actualité mondiale sur CAM News 24. À tous et à toutes, bienvenue à International. Le décryptage de cette actualité va se faire comme toutes les semaines avec le journaliste consultant et analyste des questions internationales. Ghislain Kougan, merci d'être venu. Au plaisir, Donald. L'Afrique du Sud a laissé Omar el-Béchir rentrer au Soudan sans l'inquiéter. La justice avait pourtant recommandé son arrestation afin que le président soudanais soit enfin remis à la Cour pénale internationale, la CPI, et jugé pour crime contre l'humanité. En Afrique du Sud, les réactions ont fusé. La presse s'est emparée de la polémique en faisant des révélations sur des pressions à l'ouest du Soudan sur les troupes militaires sud-africaines qui y sont stationnées. On regarde. Comme si de rien n'était, Omar el-Béchir pose à Johannesburg pour la photo du groupe. À l'ouverture du sommet de l'Union africaine, tous les yeux sont tournés vers le tribunal de Pretoria. Le tribunal a appelé les autorités sud-africaines à empêcher le président soudanais de quitter le pays, car il devrait statuer sur la demande d'arrestation de la CPI. La demande de la juridiction internationale a suscité l'indignation du gouvernement soudanais. Le président al-Béchir participe à ce sommet à l'invitation de l'Union africaine et avec la bonne réception du gouvernement sud-africain. Comme vous le savez, l'Union africaine a toujours été contre la Cour pénale internationale et ses accusations à l'égard des présidents africains, à l'exemple de Omar el-Béchir. Omar el-Béchir est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. La CPI a lancé 2 mandats d'arrêt contre le président soudanais en 2009 et 2010. 2 mandats en relation avec la situation au Darfour en proie aux violences depuis 2003. Le conflit a fait plus de 300 000 morts selon l'Organisation des Nations Unies. Je crois que le gouvernement sud-africain est en mesure de régler ce problème avec son tribunal, même si ce dernier tente d'empêcher el-Béchir de quitter le pays. Je peux vous dire que le président pourra partir au moment prévu. C'est la première fois que la justice d'un pays africain tente d'empêcher un chef d'État en exercice de quitter son territoire à la demande de la Cour pénale internationale. Étant membre de la CPI, l'Afrique du Sud a l'obligation statutaire d'arrêter Omar el-Béchir et de le remettre à la juridiction internationale. Voilà donc ce reportage qui ressort une triptyque, colère, indignation, satisfaction. Quelle est la réaction de l'analyste que vous êtes? Je pense que pour une fois, l'Union africaine a joué serré derrière son chef d'État, notamment celui qui est incriminé ici, Omar el-Béchir, parce qu'il s'agit là d'un autre feuilleton de ce bras de fer qui est né il y a de cela quelques années déjà entre la CPI et notamment l'Union africaine. On parle précisément des chefs d'État africains, surtout ceux qui sont encore en exercice. Voilà, la CPI, il faut relever que c'est une ONG notamment qui a attiré l'attention, qui a porté plainte contre le président soudanais Omar el-Béchir par devant un tribunal sud-africain et un tribunal de Pretoria qui a donc interdit de sortir du territoire le président sud-soudanais quand le tribunal n'aura pas rendu son verdict. Mais il y a une question qui se pose, parce que là, on est en face de ce qu'on appelle le droit international. Mais là, il y avait 2 leviers. Il y a un levier national et un levier international. Le levier national, c'est que l'Afrique du Sud, selon ses textes, sa constitution, est signataire également de la charte de la CPI, le traité de Rome, qui crée la CPI. Et à partir de ce moment, l'Afrique du Sud, de ce point de vue, devait se conformer à l'injonction, si l'on veut, de la CPI. Sauf qu'il y a un problème précis. Le président du Soudan n'était pas en Afrique du Sud en visite. Non. Il était l'hôte de l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud accueille justement le sommet africain. Et donc, à partir de ce moment donné, l'Afrique du Sud ne peut pas elle-même décider du sort d'Omar el-Béchir parce que ce n'est pas l'Afrique du Sud qui organise la rencontre, la venue. L'Afrique du Sud a juste eu le quitus pour organiser le 25e sommet de l'Union africaine. Donc, c'est l'Union africaine qui est dépositaire justement de tous ces présidents qui arrivent, qui est responsable. Or, beaucoup parlent ici, j'ai écouté sur beaucoup de chaînes européennes, on parle du droit international. C'est vrai par rapport à la CPI. La CPI également, ou alors l'Union africaine également, a signé un traité avec notamment l'Afrique du Sud, ou alors avec el-Béchir, qui vient. Il convient de préciser, M. Anizoua, que par 2 fois,
le président soudanais a décliné l'invitation de l'Afrique du Sud, justement parce qu'il avait peur qu'on puisse l'arrêter. Mais il s'agit dans ce cas précis, et vous le savez très bien, le président du Soudan, automatiquement avant de venir, s'est assuré d'avoir les garanties qu'il pourrait repartir. Parce qu'il savait, on sait très bien que ces déplacements sont restreints aujourd'hui, de par justement le mandat qui pèse contre lui, un mandat émis par la CPI. Donc, il faut comprendre que, bon, je ne suis pas surpris, je pense que c'est clair, la relation entre l'Union africaine et bien évidemment ses pays membres fait que l'Afrique du Sud n'avait pas la main libre, n'avait pas la compétence légale et même juridique d'extrader le président sud-soudanais. Justement, on va revenir de fond en comble sur la question, mais restons aussi dans les questions de droit. D'aucuns parlent de fuite semblable à une évasion. C'est donc dit qu'un mandat d'arrêt international équivaut désormais à une condamnation puisqu'il n'a pas été jugé. Ou qu'on parle de fuite, d'évasion et autres. Justement, c'est à ce niveau qu'il y a une espèce d'abus de langage, par exemple. Et quand on veut mettre au-dessus de tout le fait qu'il s'agit du droit international, parce qu'en fait ici, l'argument qui est très souvent brandi, c'est que l'Afrique du Sud est signataire du traité de Rome. Très peu de pays l'ont fait. Et à partir de ce moment, on dit l'Afrique du Sud s'est toujours conformée à cela. Pourquoi aujourd'hui l'Afrique du Sud vient à réagir ou à agir autrement? Et je précise que c'est simplement parce que le président sud-soudanais n'est pas en Afrique du Sud pour faire du tourisme, de la visite. Il est pour un sommet. À partir de ce moment donné, c'est l'Union africaine qui est garante justement du déplacement des chefs d'État africains. Alors comment comprendre que sur le continent africain, on ne puisse pas garantir le déplacement des chefs d'État africains qui viennent travailler pour l'Afrique? Il n'était pas là en villégiature, il était là en visite de travail pour l'Union africaine. Et on sait très bien que l'Union africaine s'est toujours farouchement opposée à cette volonté de la CPI d'incriminer les chefs d'État, surtout en exercice. C'est la première fois, c'est inédit. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas également faire cela avec les présidents occidentaux qui sont encore en exercice? Justement, c'est une organisation des droits de l'homme de l'Afrique du Sud, en abrégé SALC, qui a demandé l'arrestation d'Omar el-Béchir. Elle menace même de porter plainte contre le gouvernement sud-africain. Que reproche cette ONG à l'État sud-africain? En fait, on reproche à l'État sud-africain, pas à l'État, à la portion politique, parce que le tribunal de Pretoria a rendu son verdict comme quoi il fallait qu'on arrête le président el-Béchir, puisque le tribunal de Pretoria a demandé au président de ne pas quitter l'Afrique du Sud tant que le verdict n'aurait pas été rendu. Or, il est parti avant. Et le verdict a bien été rendu en défaveur. Le verdict faisait état de ce qu'il fallait qu'on arrête le président sud-soudanais. Alors, l'ONG maintenant porte plainte. Pourquoi? Parce que, notamment, le pendant politique a dominé le pendant juridique. Parce que la réponse, ou alors la condamnation juridique, dit qu'il faut arrêter en conformité avec notamment le droit international et notamment le fait que l'Afrique du Sud est signataire du traité de Rome, Omar el-Béchir. Sauf que le volet politique, comme je viens d'expliquer, l'Union africaine et tout cela a fait en sorte qu'on n'a même pas attendu, ce qui est encore un peu amusant ici et surtout un peu rébarbatif, c'est qu'on n'a même pas attendu, c'est-à-dire que le volet politique n'était même pas au courant, comme on dit chez nous, de ce qui se tramait sur le plan juridique avec ce tribunal de Pretoria. Et le président el-Béchir est parti de l'Afrique du Sud aussi librement en, bien évidemment, narguant, vous le savez très bien. Alors peu importe la position de cette ONG, en revanche, certaines organisations proches du gouvernement se félicitent de l'attitude de Pretoria. Pour beaucoup, la Cour pénale internationale est un outil des pays occidentaux pour manipuler l'Afrique. Serait aussi votre avis? Pas mon avis, mais je constate deux choses. Je constate que la plupart, depuis que la CPI est mise sur pied, la plupart des hommes politiques qui sont condamnés sont des Africains. Thomas Lubanga, vous savez, il a été condamné. On a Charles Taylor aussi condamné. Et maintenant, on vous dit Omar el-Béchir est condamné. On a Laurent Gbagbo condamné. On a Charles Blake Goudé condamné. Mais je ne peux pas comprendre. Donc, il n'y a qu'en Afrique où on commet des crimes, les dérives. Il me semble qu'il y a la responsabilité des uns et des autres à établir dans les crimes commis également en Libye. En Libye, on sait très bien qu'il y avait des acteurs externes, des acteurs internes. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule responsabilité qui soit établie par rapport aux acteurs occidentaux qui ont participé justement à trucider la Libye. En Côte d'Ivoire également, il n'y avait pas que le camp Gbagbo, le camp Ouattara, il y avait aussi les forces internationales, il y avait aussi des chefs d'État qui étaient derrière. Donc on veut nous faire comprendre que non, il n'y avait rien, eux ils sont blancs comme neige.
Nous reviendrons certainement sur cette question de droit international avec la CPI, la corrélation entre l'Afrique et la CPI avec des arrestations, surtout les Africains qui sont beaucoup plus interpellés de ce côté-là. Je vais vous proposer d'écouter le président à l'exercice de l'Union africaine, Robert Mugabe, s'est exprimé sur la question. Nous ne sommes pas au siège de la CPI ici, et nous n'en voulons pas dans la région, pas du tout. Nous n'avons pas signé le traité de la CPI. Le Zimbabwe a refusé. Nous avons dit non. Nous n'allons pas nous soumettre à une justice en dehors de notre pays. Pourquoi faire? Les ONG sont mises en place par des gouvernements étrangers, par les gouvernements européens. Ils payent ces ONG pour être leurs informateurs sur nos actions. Voilà le président en exercice de l'Union africaine qui s'exprime donc, et on a envie de dire que Pretoria a donc eu raison de ne pas se laisser faire si l'on s'en tient aux propos du président Mugabe. Bien évidemment, et vous savez très bien la ligne de démarcation du président Mugabe, il est totalement opposé à la CPI. Il estime que les Africains n'ont pas à recevoir les ordres de l'extérieur parce que pour lui, la CPI est un outil pour les Occidentaux. Même si on sait très bien qu'à la tête de la CPI, il y a une Gambienne, Fatou Bensouda, qui est africaine. C'est juste une sorte d'habillage, car au fond, Fatou Bensouda n'est que peut-être la marionnette de cette grosse institution. Mais je pense qu'il faut également relever ce qu'on reproche à Omar el-Béchir. Il s'agit de crimes contre l'humanité et crimes de guerre en 2009 et puis génocide en 2011 dans la région du Darfour où il y a plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Ça, c'est selon l'Organisation des Nations Unies. Donc voilà ce qu'on reproche au président soudanais. Encore, le problème, c'est qu'il est encore en exercice. C'est-à-dire que on peut comprendre aujourd'hui toute la solidarité de l'Union africaine, même si cela ne devrait pas amener beaucoup de chefs d'État à travailler davantage à rester au pouvoir quand ils savent qu'ils ont commis des massacres. Donc il y a un pendant, je pense que c'est une lecture un peu complexe, il faut contextualiser tout, il faut que les présidents africains ne se contentent pas simplement de défendre leurs collègues, leurs amis, quand il s'agit d'une situation comme celle-là, que ces présidents, que l'Union africaine travaille également notamment au respect de la limitation des mandats et surtout à l'expression du multipartisme. Le président soudanais El-Béchir a-t-il fait pression sur l'Afrique du Sud en menaçant les militaires sud-africains de la MINUAD, la mission de maintien de paix au Darfour? C'est une approche à ne pas exclure aussi. Bien évidemment, ne pas exclure, mais je pense que c'est une approche un peu minime, que l'on peut minimiser dans ce cadre-ci. Je pense simplement que le président sud-soudanais, avant de prendre l'avion pour Pretoria, a eu des assurances, a eu des gages de ce que son séjour en terre sud-africaine n'aurait pas de quoi. Et quand on voit très bien l'engagement du président en exercice de l'Union africaine, qui est le Zimbabwéen, Robert Mugabe, on comprend très bien que les garanties étaient faciles à être trouvées. Et quand on sait par le passé que l'Afrique du Sud, que toute l'Union africaine pour une fois s'est levée comme un seul homme pour s'opposer à cette volonté de la CPI de commettre des mandats d'arrêt contre les présidents encore en exercice, on peut très facilement comprendre que l'Afrique du Sud n'est pas cédée à justement cette volonté de la CPI de ridiculiser encore une fois ce président africain et partant toute l'Afrique. C'est entendu. Un autre sujet sur la table internationale aujourd'hui. La capitale du Tchad a été la cible d'une série d'attentats suicides lundi 15 juin au matin. Plusieurs explosions ont frappé la ville de N'Djamena. Les explosions ont lieu dans le secteur de la direction de la sécurité publique et du commissariat central, ainsi que près de l'école de police. Il y aurait eu au moins 33 morts et une centaine de blessés. On regarde. Devant le commissariat central, une moto gît sur le sol. D'après un témoin, elle transportait 2 hommes. Lorsque des agents de police se sont approchés, l'un d'entre eux a activé sa charge, l'autre aurait pris la fuite. Au même moment, un autre attentat suicide se produit devant l'école de police. Le bilan est d'au moins 23 morts et une centaine de blessés. D'après les médias tchadiens, 4 terroristes auraient également été tués. Les 2 attaques n'ont pas été revendiquées, mais pour le gouvernement tchadien, aucun doute, ce double attentat porte la marque de la secte islamiste, Boko Haram. Les autorités ont ajouté que ces attaques ne décourageraient pas leur combat contre le terrorisme. La France a renouvelé son soutien au gouvernement tchadien.
Le Tchad est un allié de poids pour Paris dans sa lutte contre les djihadistes au Sahel, mais il est aussi en première ligne dans la guerre contre Boko Haram. Nous avons aussi souligné notre préoccupation, mais aussi notre solidarité à l'égard de ce qui vient de se produire au Tchad, avec un attentat terroriste particulièrement barbare, puisqu'il y a plus de 25 morts au moment où je parle et plus d'une centaine de blessés. Il ne fait pas de doute que c'est Boko Haram qui en est responsable et qui devra rendre compte. Alors, comme on peut le lire sur les réseaux sociaux, pourquoi penser que la France serait la main invisible des attentats de N'Djamena alors que la même France déclare son soutien au Tchad? Je pense qu'il s'agit d'une lecture qui peut avoir sa place, mais peut-être au second degré. À mon sens, ce n'est pas davantage plausible. On ne peut pas comprendre cela. Déjà que N'Djamena abrite notamment l'état-major de l'opération Barkhane, une opération française qui est là justement pour lutter contre les djihadistes dans l'Afrique sahélienne, dont N'Djamena abrite justement l'état-major de l'opération Barkhane. Donc vous ne pouvez pas. Donc, ça dépend des lectures qui peuvent se faire, mais je pense que non, ici, la France est solidaire notamment du Tchad, parce que le Tchad est quand même le bras séculier de la France sur le continent africain. Hein. Le Tchad, c'est le pendant militaire de la France sur le continent africain. Au Mali, le Tchad intervient, en RCA, le Tchad intervient. Dans tous les conflits au sud du Sahara, le Tchad est justement l'outil finalement de la France. Donc on ne peut pas ici, tout de go, taxer la France d'être derrière quelque chose. Donc on peut exclure cette piste-là. Je pense que cette piste-là n'est pas à mobiliser suffisamment quand il faut analyser froidement la situation. Pas à l'exclure, non, on ne peut pas l'exclure. Peut-être on va comprendre ça un peu plus loin. De retour donc de l'Afrique du Sud, où il a pris part au sommet de l'Union africaine, le président Déby s'est adressé au peuple tchadien pour déplorer ces actes terroristes qui, selon le pouvoir de N'Djamena, ne resteront pas impunis. Voici un extrait de cette adresse au peuple tchadien. Nous condamnons avec force cet acte horrible et barbare commis par ces illuminés, tout en présentant mes condoléances et toute ma compassion au peuple tchadien meurtri et familles des victimes. Je vous rassure, mes chers compatriotes, que cette forfaiture ne restera pas impunie. J'invite toutes nos forces de défense et de sécurité à demeurer vigilants et confiants, à garder intacte dans leur rang la discipline et la disponibilité qui les ont toujours caractérisés et à se tenir en toutes circonstances prêts à servir la nation et la stabilité de la sous-région. J'invite également mes compatriotes, toutes couches confondues, au calme et à la sérénité, et surtout à redoubler de vigilance et à coopérer efficacement avec les services de sécurité afin de neutraliser toute tentative de déstabilisation de notre pays. Le Tchad ne se pliera jamais, jamais, jamais devant un chantage terroriste. Voilà. L'armée tchadienne a tout de suite réagi en menant des frappes aériennes au Nigeria sur des positions des islamistes de Boko Haram. Ce n'était donc pas que les promesses pouvoiristes. Cela voudrait-il dire que les instigateurs sont connus? Oui, on a noté, la police ou l'armée tchadienne a interpellé une série de personnes susceptibles d'être derrière ce massacre ou alors d'avoir informé, puisque ici, bien que le double attentat n'ait pas été revendiqué, on estime ici à N'Djamena et par ailleurs qu'il s'agit d'une action commanditée par Boko Haram. Et vous savez très bien que sur le plan stratégique, cela peut se comprendre parce que Boko Haram se rend compte que le président Buhari, après avoir été investi, est allé au Niger. D'ailleurs, le Niger a également été frappé, il y a 38 morts. C'est-à-dire qu'après avoir frappé le Tchad, on frappe le Niger. Les deux grands alliés justement du Nigeria pour lutter contre ce Boko Haram, dont Mohamed Buhari, le président nigérian, a décidé de combattre. Donc, il est question maintenant pour Boko Haram de cantonner le Tchad et le Niger, de manière à ce que ces deux pays, ces deux puissances qui ont suffisamment aidé
le Nigeria à combattre Boko Haram est notamment du grain à moudre, se concentre exclusivement sur les querelles internes, sur les morts internes, pour lui laisser un peu le champ libre afin que Boko Haram puisse se ressourcer suffisamment. Donc je pense que pour moi il s'agit d'une frappe stratégique pour justement isoler le Tchad et le Niger et donc avoir un peu pignon sur rue pour pourquoi pas négocier suffisamment avec Bouraï, parce qu'aujourd'hui on se rend compte dans les discours que Boko Haram est suffisamment diminué. Et avec ces actes, quand vous regardez très bien les frappes, elles sont stratégiques. On frappe en N'Djamena, c'est quand même la capitale tchadienne, c'est le siège, si on veut, des institutions, notamment sur le plan militaire tchadien. On frappe un commissariat central, on frappe l'école de police. Ça veut dire que c'est pour montrer au Tchad qu'on peut vous frapper n'importe où et que vous gagnerez à vous occuper, entre guillemets, de vos oignons. On frappe également le Niger, 38 morts pour l'instant. Ça veut dire qu'en réalité, et vous regardez, les frappes de Boko Haram ne sont pas des frappes au hasard. On frappe le Niger, on frappe le Tchad. Ces deux pays ont suffisamment travaillé à exterminer Boko Haram. Donc maintenant, le Nigeria va revoir sa politique. Boaï, qui au départ voulait jouer un peu cavalier seul, je pense qu'aujourd'hui, on va redessiner les choses, reconfigurer la lutte contre Boko Haram, avec notamment la force multinationale qui a été créée avec pour chef de file un Nigérian. Donc cela complexifie davantage la situation pour les États qui doivent combattre contre Boko Haram. Et sur le plan interne, après le double attentat suicide, le port de la burqa a été interdit pour des raisons de sécurité. Cette interdiction pourrait-elle susciter de l'indignation, sinon des contestations de la part des populations fidèles au port de la burqa? Encore qu'aujourd'hui, nous sommes en plein ramadan. Je pense que ça va automatiquement susciter des contestations, mais des contestations qui vont très rapidement être matées. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une question d'ordre sécuritaire. Alors tout le monde comprendra que c'est pour le bien-être des populations, pour leur sécurité. Je pense que c'est quelque chose qui va passer très facilement. Déjà que le Premier ministre tchadien a demandé, a donné des instructions pour qu'on prenne d'assaut tous les marchés et qu'on ramasse des burqas pour les brûler. Je pense que c'est une décision qui peut être qualifiée d'active, mais on sait quand même que pour frapper, des gens se dissimulent derrière des cagoules, et donc c'est une décision prise parmi tant d'autres, mais qui, par rapport à la sensibilité musulmane de la femme musulmane aujourd'hui, et aussi par rapport au contexte, nous sommes quand même en plein ramadan, donc on a le sentiment qu'il y a une portion des musulmans, bien évidemment, qui sont ici visés, mais je pense que c'est pour la bonne cause, et il s'agit maintenant de communiquer suffisamment aux populations pour qu'elles comprennent le bien fondé d'une telle décision qui vise effectivement à assurer leur sécurité au maximum. Finalement, ces attaques ne mousseront-elles pas à la détermination du Tchad à combattre le terrorisme? C'est justement l'idée, c'est la volonté de Boko Haram, mais je ne pense pas que cela puisse émousser le Tchad, parce que le Tchad est un pays qui se détermine, qui se définit par son caractère guerrier. Alors si le Tchad est émoussé sur le plan de la guerre, ou militaire, le Tchad n'aura pas ce levier sur lequel s'appuyer pour challenger un peu le Cameroun. Vous voyez, donc le Tchad se doit d'être performant sur le plan militaire. C'est là-bas que le Tchad doit son existence. Je vous rappelle qu'entre 2004 et 2008, Idriss Déby a multiplié le budget pour l'armée par 8. Ça veut dire que le Tchad est essentiellement militaire, essentiellement guerrier. Alors si vous attaquez le Tchad sur ce terrain-là, il revient au Tchad de rétorquer. Et Déby, vous le savez, vous le comprenez, est un chef de guerre. Voilà, on va quitter le continent africain pour maintenant aller sous d'autres cieux. Rendons-nous aux États-Unis avec le républicain Jeb Bush, ancien gouverneur de Floride, qui a annoncé sa candidature à l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2016. Après son père et son frère aîné, Jeb est le troisième Bush à se lancer dans la course à la présidence américaine. Écoutons la déclaration de candidature de Jeb Bush. Alors voilà où on en est. Notre pays est dans une très mauvaise passe. Et la question est, qu'est-ce qu'on va faire? La question pour moi, c'est qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai décidé, je suis candidat à la présidence des États-Unis d'Amérique. On ne va pas arranger la mauvaise situation à Washington en élisant les personnes qui ont soit aidé à en arriver là, soit se sont montrées incapables d'arranger les choses.
Depuis le début, notre président et son équipe des affaires étrangères ont eu tellement envie d'écrire l'histoire qu'ils ont été incapables de faire la paix. Avec sa politique étrangère au rabais, l'équipe Obama, Clinton, Kerry laisse derrière elle des crises qui s'étendent. Une violence à laquelle on ne s'oppose pas, des ennemis non identifiés, des amis pas défendus et des alliances qui se défont. Voilà, un autre Bush à la Maison-Blanche, n'est-ce pas là une révélation de l'hégémonie de cette famille sur la politique interne des États-Unis? Non, c'est de l'hégémonie, moi je pense. Laissez-moi sourire un tout petit peu, non. Sérieusement, il s'agit, on sait très bien que les États-Unis, ce qu'on nous dit, est le pays le plus démocratique ou le plus démocrate au monde entier. Alors on ose croire que si il y a déjà eu 2 Bush au pouvoir, c'est parce qu'on a estimé qu'ils avaient les qualités pour, qu'ils avaient les éléments nécessaires et les élections ne sont pas truquées comme on aime bien avoir à faire sur le continent africain. Donc on peut parler d'hégémonie, mais sur le plan peut-être scientifique, parce qu'il y a un vote, on bat campagne, et puis au profit de sa campagne, voilà, à l'issue de sa campagne, on peut être déclaré vainqueur ou vaincu. Non, je pense qu'ici, il s'agit d'une volonté d'un autre Bush d'obliger la magistrature suprême. La question, c'est quoi maintenant? C'est est-ce que le patronyme, est-ce que le nom Bush sera pour Diep un avantage ou un inconvénient? C'est à ce niveau que ça devient compliqué. Parce qu'il est candidat à l'investiture aux primaires, notamment au sein du Parti républicain. Il est quand même le 3e candidat parce que devant lui, il y a Marco Rubio, qui est le gouverneur de l'État de Floride, et il y a Scott Walker, qui est le gouverneur de Wisconsin. Il est 3e. Sauf qu'il a un nom qui parle pour lui au point où on peut oublier les autres rapidement. D'ailleurs, quand il s'exprime, il s'attaque directement à Hillary Clinton, au gouvernement Obama, comme s'il était déjà le candidat investi du Parti républicain, alors qu'il a encore véritablement les primaires à faire au sein de son propre parti. Justement, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur les avantages et les inconvénients de ce nom que porte Jeb Bush, bien évidemment. Je pense que l'avantage, commençons par l'inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on estime que Walker, le dernier, le fils, n'a pas bien géré les États-Unis et qu'on n'a pas un très bon souvenir de la gouvernance Bush. Le dernier, le fils, George Junior, qui est parti. Et ça peut évidemment constituer un handicap pour Diep qui vient. Deuxième élément, vous l'avez évoqué, vous parlez d'hégémonie. On peut se dire, qu'est-ce qui se passe? N'y a-t-il que les Bush pour gouverner les États-Unis, notamment pour ce qui est des candidats républicains? Donc le patronyme peut être un désavantage, notamment pour Diep. Mais il y a un avantage. Des avantages maintenant. D'ailleurs, il a anticipé en disant Diep n'est pas Walker. C'est ce qu'il a dit. Qu'on peut dire que ce que mon frère a fait, ce que mon père a fait, c'est ce qu'ils ont fait. Eux, c'est eux, moi, c'est moi. Je n'ai pas choisi à naître dans cette famille. Je n'ai pas choisi à être appelé Bush. Et donc, jugez-moi sur mes actes. Et pour me juger, comme il dit, laissez-moi, je m'interroge sur ce que je peux faire pour améliorer le quotidien des Américains. Comme vous dites, votez-moi et après, vous verrez ce que je ferai. L'avantage également d'avoir le patronyme Bush, c'est quoi? C'est que les Bush ont des relations, ont des réseaux. Et aux États-Unis, vous savez que la campagne, il faut suffisamment de fonds. Donc, c'est donc facile, aisé pour les Bush, de par leur carnet d'adresse, justement, de récolter des fonds pour organiser des fundraising politiques, à l'effet, justement, de drainer un monde fou et d'avoir également des tentacules aussi grands, des lobbies, des groupes de pression pour les accompagner, pour accompagner Diep dans sa campagne. Donc vous voyez qu'il y a suffisamment d'avantages que d'inconvénients pour ce qui est de Jeb Bush, pour notamment briguer la candidature au sein du Parti républicain et pourquoi pas être appelé à représenter ce parti à l'élection. Alors on va rester sur cette balance, sur cette balance qui concerne bien évidemment le nom Bush et les inconvénients et les avantages. Alors concrètement, que propose Jeb Bush aux Américains que ses prédécesseurs, pères et frères n'en ont proposé? Attends,
qu'est-ce qu'il propose que ses prédécesseurs? Non, la démarcation de Jeb Bush ici... Ses prédécesseurs, père et frère. Je comprends, Herbert, le père, et puis Walker, le fils, son frère. Non, je vais clarifier quelque chose. Quand Jeb dit qu'il n'est pas Walker, c'est juste pour dire que ne regardez pas ce qui a été fait derrière. Je pense qu'il veut se démarquer plutôt par rapport au gouvernement Obama, à l'administration Obama, puisqu'il ne peut pas être opposé à son père et à son frère qui étaient des républicains comme lui. Il veut juste dire, ne regardez pas si mes frères, si mon père et pas son père, surtout son frère, a fauté, ne regardez pas Bush, ne regardez pas mon frère, regardez moi. Et moi, je veux travailler à arranger tout ce que le gouvernement Obama a commis comme gaffe. D'ailleurs, vous savez très bien que sur le plan de la politique internationale, le clan Obama a quelque peu échoué avec ce qui s'est passé en Libye. Et d'ailleurs, Hillary Clinton a reconnu en faisant part de ce que s'il était à refaire, elle referait les choses autrement, si ce n'est pas un aveu d'échec. Donc, pour revenir maintenant, lui propose par exemple de continuer de soutenir suffisamment Israël. Je ne dis pas automatiquement que personnellement c'est une bonne chose. Donc j'ai dit ce que lui propose. Par exemple, d'ouvrir suffisamment les États-Unis, puisque d'ailleurs aux Hispaniques, à tous ces gens-là, d'ailleurs parce qu'il a demandé qu'on puisse rétablir les papiers aussi rapidement à ces gens-là. Il s'est d'ailleurs exprimé en espagnol. En espagnol. Donc vous comprenez un peu, il est un peu. Mais là où je ne comprends pas, ou alors pas suffisamment, c'est qu'il dit qu'il ne comprend pas le déplacement d'Obama à la Havane pour supporter le gouvernement cubain. Il aurait estimé, qu'il aurait souhaité qu'Obama aille plutôt à côté des victimes cubaines, donc ceux qui souffrent le martyre. Mais vous savez très bien qu'il s'agit des déclarations de candidature. Il faut tirer ici, il faut avoir des arguments pour remettre l'autre à mal. Si Obama avait à se défendre, vous comprendrez que lui aussi trouverait suffisamment d'éléments pour mettre à mal Jeb Bush. Encore qu'il ne sera pas candidat pour 2016. Voilà, je vais encore utiliser une expression qui va vous faire sourire. Tout à l'heure, c'était l'hégémonie. Décidément, tout semble aller dans le sens de la monarchie. Dans le pays mère de la démocratie, j'en veux pour exemple ici, l'autre candidate, épouse de l'ancien président Bill Clinton. Mais oui, non, mais je pense qu'il s'agit d'une monarchie, si vous voulez, d'une hégémonie, d'une dynastie qui s'opère dans les règles, en suivant les règles de l'art. La question s'est aussi posée en Russie. Medvedev et Poutine, on a vu que très bien, Poutine a laissé, si on veut, Medvedev être président, et puis en respectant notamment la Constitution. Est-ce que ce que ces présidents font s'inscrit aux antipodes de ce qui est prescrit par la Constitution américaine? Non, nullement. Il n'y a pas un endroit où on a vu la Constitution, on n'a pas torpillé, on n'a pas réécrit, on n'a pas modifié ci ou ça pour que le président se représente. S'il estime qu'il a suffisamment d'arguments à faire valoir, qu'il aille, puisque ce sont les populations, c'est le peuple américain qui finalement va voter. Alors si le peuple américain, après avoir voté Bush le père, a voté Bush le fils, pourquoi pas refaire... Alors, Jeb, il protège sa famille, il faut le dire ainsi, puisqu'il se défend des actes de ses prédécesseurs, posés par ses prédécesseurs, mais il fustige la politique de l'actuel exécutif. Un coup politique qui peut réussir? Je pense que oui, ça peut réussir. Et comment? Comment ça peut réussir? Ça peut réussir en tenant compte de celui que Jeb Bush aura en face. Parce qu'il n'aura pas en face Barack Obama. Il aura en face une femme. C'est au cas où il est déjà candidat, M. Agnuzzo, on va un peu plus loin. C'est au cas où il est candidat investi au sein de du parti républicain. Il aura en face de lui une femme. Maintenant, est-ce que les États-Unis sont prêts déjà suffisamment psychologiquement à accueillir une femme au pouvoir? Ça peut être un avantage pour lui, il y a des avantages pour Hillary Clinton. Déjà, c'est une femme, qu'on le veuille ou non. Et en même temps, Hillary Clinton au pouvoir, ce serait comme un troisième mandat du Parti démocrate au pouvoir, parce que Barack Obama en a fait 2. Si Hillary Clinton prend, on voit comme un troisième mandat. Et Hillary Clinton, je vous dis que sa politique étrangère n'était pas bonne. Vous avez me dit que la plupart des Américains ne sont pas forcément étrangers, mais il s'agit quand même des relations entre les États-Unis, vous le savez très bien, et le monde extérieur. Et vous savez aussi qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au monde entier, la guerre en Irak, la guerre au Yémen, tout ce qui se passe, on ne peut pas vivre en vase clos. Et dans les grands sommets, les États-Unis ont besoin des partenaires européens, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. Et la politique de Hillary Clinton n'est pas toujours très bien vue de l'extérieur. Donc c'est à ce niveau qu'Hillary Clinton peut être, pas un gibier, un candidat prenable pour Jeb Bush ou alors Marco Rubio ou alors Scott Walker, mais surtout Jeb Bush. Voilà, on va quitter les États-Unis pour aller maintenant en Chine. Cela fait plus de
35 ans que la politique de l'enfant unique a été imposée aux Chinois et elle n'en finit pas de bouleverser la société. Des conséquences inattendues aujourd'hui sur les personnes âgées. Les retraites sont très faibles et les seniors comptent sur leurs enfants pour les aider dans leurs vieux jours de vieillissement. Et pourtant, la situation semble ne pas émouvoir le pouvoir politique du côté de la Chine. Regardons et écoutons ce reportage. Depuis sa naissance, Xue n'existe pas aux yeux de l'État chinois. Son crime, être la seconde fille dans la famille Li, Xue est née au moment où la politique de l'enfant unique était à son apogée. En 1993, sa mère ouvrière est licenciée parce qu'enceinte de son second enfant. Le couple Li doit aussi s'acquitter d'une amende de 560 €, une fortune pour ce foyer qui ne gagne alors que 100 € par mois. Les Li ne paient pas, la sanction tombe, pas de carte d'identité pour leur deuxième enfant. Monsieur Sun vit seul depuis des années. Séparé de sa femme, il a perdu son fils Yin Ming en 2002. Il est mort à 20 ans, emporté par un cancer. Monsieur Sun n'avait pas d'autre enfant. Yin Ming était son unique fils. Mon enfant est mort et je sais que je n'aurai jamais de descendants. Aujourd'hui à la retraite, cet ancien cheminot vit avec 360 € de pension mensuelle. Une somme modeste en Chine, un pays où la sécurité sociale est encore balbutiante et les soins médicaux hors de prix pour les plus modestes, comme Monsieur Sun. J'ai dû payer moi-même l'hospitalisation de mon fils, j'ai vendu ma maison et à sa mort, je me suis retrouvé sans domicile. J'ai habité dans la rue avant de me payer un logement et maintenant j'ai une maladie de peau et je n'ai pas les moyens de me soigner. Je n'ai plus d'enfants pour m'aider financièrement. La perte d'un enfant est un drame. En Chine, elle est en plus synonyme de pauvreté. Monsieur Sun comptait sur son fils pour l'aider dans ses vieux jours. Il se retrouve seul et en colère contre les autorités. Il a lancé plusieurs pétitions pour demander une indemnisation, pour l'instant sans résultat. Voilà, juste là, la politique de l'enfant unique instaurée en Chine depuis 1978 semble montrer ses limites. Oui, c'est une politique de limitation de naissance, une sorte de malthusianisme finalement. C'est une politique qui, à ce moment-là, portait ses fruits parce que la Chine était un pays suffisamment peuplé, il n'y avait pas suffisamment d'espace, un pays très pauvre. Mais aujourd'hui, avec les avancées, avec la Chine qui est aujourd'hui la première puissance économique, beaucoup de choses ont changé et notamment le pouvoir chinois n'a pas pensé à revoir ses mœurs, à retoucher ses lois de ce point de vue, parce que la Chine soit prospère sur le plan économique, la Chine reste encore un pays sous-développé sur le plan des infrastructures, ça il faut le relever également. C'est la raison pour laquelle sur le continent africain, par exemple, les Chinois sont nombreux, Sud-Africains, et ils font des enfants un peu n'importe comment, parce qu'il y a une limitation des naissances, notamment qui est suffisamment prononcée en Chine. Maintenant, il s'agit là d'un calvaire parce que la population est vieillissante et quand elle est vieillissante, il faut une sorte de régénération et il y a un manque d'enfants et vous savez très bien qu'en Chine aujourd'hui, la population s'est située entre, je crois, les vieillards 56, 60 ans, dont les gens qui ne peuvent pas suffisamment donner de leur force pour travailler. Et la question n'est pas simplement en Chine, M. Agnès-Zoua, la question se pose également en Europe, mais sous une forme beaucoup plus masquée. Lorsque le président Sarkozy en France parle d'immigration choisie, en réalité, la population européenne est vieillissante. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, nous voulons de vous chez nous, mais nous voulons de vous, que ceux qui viennent chez nous soient ceux qui soient forts pour travailler. Nous voulons ceux qui vont venir travailler chez nous. C'est-à-dire que immigration choisie, ça veut dire que venez chez nous, mais venez parce que vous avez quelque chose à faire chez nous. Nous sommes vieillissants, venez nous aider. Donc en Chine, c'est différent parce que la Chine est aussi sous-développée, la Chine a 1 milliard de population et puis la Chine a limité les naissances. En Europe, on estime que beaucoup de parents travaillent beaucoup plus et font de moins en moins d'enfants. Donc il n'y a pas un quota d'enfants à avoir, contrairement à la Chine. Donc c'est quelque chose qu'il faut revoir, qu'il faut retravailler. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui les Africains soient en train de payer le lourd tribut de cette situation. D'ailleurs, le gouvernement chinois octroie chaque année d'énormes bourses aux Africains pour aller étudier en Chine et puis travailler également en Chine. C'est une façon pour la Chine de pallier ce problème-là. Mais il faut trouver, il faut comment dire, traiter le mal à partir de la racine, les naissances.
Également, il n'y a pas suffisamment d'espace en Chine pour les Chinois. Construire les maisons en véritable au Cameroun, par exemple, quelqu'un peut avoir 100 hectares de terrain à lui tout seul. Ce n'est pas possible en Chine, ce n'est pas facile. Est-ce que c'est tous ces manquements ou alors toutes ces difficultés qui empêchent au pouvoir chinois de revoir cette politique de limitation de naissance? Je pense que la Chine estime qu'elle n'est pas encore prête parce que sa volonté d'expansion, sa volonté de conquête n'est pas encore suffisante. La Chine n'a pas atteint le point qu'elle aimerait bien atteindre. Vous savez, les États-Unis, par exemple, quand on vit là-bas, ils assurent leurs arrières durant 50 ans pour ce qui est du pétrole. Aujourd'hui, aux États-Unis, on parle des réserves de pétrole en 2060. Donc la Chine estime qu'elle est aujourd'hui suffisamment forte, elle a une économie florissante, mais elle n'a pas suffisamment assuré ses arrières. C'est peut-être la raison pour laquelle elle ne trouve pas intéressant de revoir cette situation, notamment d'enfantement, de régénération. On n'aura pas assez de temps pour développer un cas d'école, mais une question tout à fait simple. Mais que se passe-t-il quand cet enfant unique meurt trop jeune? Là, c'est justement le calvaire. On a le sentiment qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Normalement, on pouvait appeler ces parents-là à pouvoir refaire d'autres enfants lorsque celui qu'on a est mort. Eh bien, lorsque celui qu'on a est mort, je pense que normalement, le pouvoir chinois devait trouver des mesures pour accompagner ce parent orphelin qui très souvent n'a plus la force pour travailler. Dans ce reportage, c'est vrai que c'est un reportage, c'est toujours un cas qu'on prend parmi tant d'autres pour exprimer une situation. Il est clair qu'automatiquement il y a des mesures pour accompagner les Chinois, mais ici on a voulu focuser sur un cas précis pour que le pouvoir chinois peut-être travaille suffisamment en profondeur pour que la majorité des Chinois qui ont perdu, qui d'un enfant, qui d'un oncle, qui d'un parent, puissent être accompagnés par le pouvoir chinois qui aujourd'hui sur le plan économique est suffisamment outillé. Et voilà qui met un terme à cette autre sortie de votre émission internationale. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être avec vous et surtout remercier notre journaliste consultant, Ghislain Kougan. Merci également, Donald. Rendez-vous est donc pris la semaine prochaine pour un autre décryptage de l'actualité internationale sur CamNews 24. Au revoir.